Alors, bonjour tout le monde, hein. J'espère que vous portez toujours très bien. Donc, une fois de plus, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente, je suis Exponentiel Fodio. Et sur cette chaîne, on parle principalement d'immigration, de conseils en immigration. Et je partage du contenu sous forme de tutoriels vidéo pour vous aider comme ça à avancer ou bien à cheminer de façon autonome dans vos procédures d'immigration. Donc, sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui t'aident comme ça à avancer dans différents programmes d'immigration, notamment le programme ARIMA, qui est en pause présentement jusqu'en juin 2025, et le programme Entrée Express qui te permet de venir au Canada en tant que résident permanent en bonne et due forme. Et comme tu le sais également, depuis pratiquement 4 mois, je peux également t'accompagner dans tes procédures d'immigration avec mes partenaires en immigration, consultants en immigration, Dynamique Immigration, partenaires de Exponentiel Immigration, comme ça, qui t'accompagnent de façon sérieuse dans tes procédures d'immigration. Pourquoi je dis sérieuse? Parce que effectivement, dans le contexte de la vidéo d'aujourd'hui, on va constater qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont peut-être pris la mauvaise décision, qui n'ont pas fait le bon choix du programme d'immigration et qui se sont jetés à l'eau. Des fois, peut-être parce que elles ont été mal conseillées pour parler de ces personnes-là, ou simplement parce que c'est des personnes qui ont pris le choix de la facilité. De quoi il est question, comme tu l'as vu dans l'intitulé de la vidéo, ok, il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui demandent l'asile au Canada. Donc, vous avez certainement remarqué, il y a de plus en plus de réformes au Canada depuis quelques années parce que il y a beaucoup trop d'immigrants qui sont rentrés au Canada entre 2019 et 2024. J'ai fait des séries de vidéos là-dessus. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens encore que j'ai fait des séries de vidéos de live TikTok dans lesquelles j'essayais d'attirer votre attention pour vous dire, attention, un visa visiteur n'est pas un visa de résidence permanente. On ne peut pas venir au Canada avec un visa visiteur prétendre de vouloir rester de façon définitive et permanente au Canada. Je vous disais, c'était pas la bonne approche, c'était pas le bon programme. Il y avait des programmes vraiment dédiés pour des personnes qui veulent s'immigrer et s'installer au Canada. Donc, de la même manière, moi, j'ai été longtemps approché par des étudiants ou des familles. Il y a beaucoup de familles, des fois, qui m'approchent et qui me demandent, voilà, mon fils, il a peut-être tel profil, mon enfant, il a tel profil. Est-ce que tu penses qu'il peut venir au Canada comme étudiant? En général, moi, je pose une seule question aux parents. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de financer les études de votre enfant au Canada? Ou alors, simplement, j'ai dit, est-ce que vous êtes capable de, pour ceux qui sont en Afrique, principalement au Cameroun, est-ce que vous êtes capable de dégager environ 35 000 dollars par année comme budget alloué aux études de votre enfant? On parle d'à peu près 15 millions. Des fois, vous allez payer ça sur 2, 3, 4 ans. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Et en général, pour la plupart des parents, c'est non, parce qu'effectivement, c'est pas évident, c'est des gros montants, ok, parce que les études au Canada, ça coûte très cher. Et beaucoup d'étudiants, peut-être de façon naïve, ou beaucoup de parents, pensent qu'un enfant peut arriver au Canada, facilement travailler et payer ses études. Il y a peut-être des enfants qui parviennent à le faire, mais c'est des sacrifiés, ok? C'est pas évident et c'est pas à la portée de tout le monde. C'est vraiment difficile pour un enfant de subvenir à ses besoins de base, c'est-à-dire de travailler pour payer son loyer, pour manger, mais en plus de cela, d'être en mesure de payer, de supporter ses études. Donc, moi, je dis toujours aux gens, si vous venez étudier au Canada et que vous n'avez pas la possibilité de vous faire aider, il n'y a pas quelqu'un qui pourra financer vos études, surtout les études de 2-3 ans universitaires, ça coûte trop cher, ok? Des gens qui viennent faire des 2 EP, peut-être ça peut encore se comprendre, peut-être, ok, vraiment de façon exceptionnelle, vu que c'est une année, ça coûte peut-être 14 000, 15 000 dollars là, mais des gens qui viennent faire un cycle universitaire où la session coûte entre 8 000 dollars et parfois 13 000 dollars par session, qui vont faire facilement 3 sessions par année, comme ça multiplié peut-être par 3 années ou 4 années, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et c'est pas évident de compter sur le travail au Canada pour pouvoir gérer ça. Donc, j'ai déjà peut-être commencé ici à donner les raisons qui expliquent le
pourquoi les étudiants demandent davantage l'asile au Canada? Qu'est-ce qui pousse les étudiants à demander l'asile au Canada? Donc, rapidement, de ce que je peux comprendre, c'est que les étudiants qui arrivent ici, à un moment donné, se retrouvent vraiment dos au mur dans les difficultés financières et étant donné peut-être qu'ils n'ont pas l'intention de retourner dans leur pays, ont pour seule alternative de rester en demandant l'asile. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que le fait de demander l'asile, ok, ça vous garantit une réussite et une résidence permanente au Canada? Parce qu'on sait qu'à la base de tout ce qu'on fait là, c'est d'améliorer ses conditions de vie, d'avoir une bonne qualité de vie. On se voit peut-être déjà projeté ici, avoir une famille, des enfants, et c'est pourquoi on prend souvent ce type d'initiative-là. Les parents souvent se disent, ok, l'enfant va arriver, puis bon, voilà, il va essayer d'aider la famille qui est restée. En général, c'est pour des raisons économiques que les gens émigrent. Ok? Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je préfère qu'on mette une pause et qu'on écoute ces deux extraits de journal, ok, télévisé, puis on se reparle après. Amélie, les étudiants étrangers qui s'inscrivent à l'Université du Québec à Trois-Rivières sont nombreux à demander l'asile. L'an dernier, 190, soit 7 des étudiants internationaux ont fait cette demande là, pour rester au pays selon des données d'Immigration Canada là, obtenues par le bureau d'enquête du Journal de Montréal. Ces étudiants proviennent souvent là, de l'Afrique de l'Ouest. Le nombre d'étudiants internationaux là, qui ont demandé l'asile au Québec a plus que triplé là, dans les dernières années, autant au collégial qu'à l'université. Selon Immigration Canada, là, plus de 700 étudiants étrangers inscrits dans un établissement d'études québécois ont déposé une demande d'asile en 2022. Et ça, c'est comparativement à près de 200 là, en 2018. L'an dernier, c'est environ là, un demandeur d'asile sur 20 là, qui est arrivé avec un visa d'études. Les étudiants étrangers qui demandent l'asile sont concentrés dans des établissements en région, alors que la majorité de ceux qui étudient au Québec là, fréquentent les grandes universités montréalaises. Trois-Rivières, Rimouski et Chicoutimi là, ont été les universités québécoises qui ont reçu le plus de demandeurs d'asile l'an dernier. Ici, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais parfois, un permis d'études, ça peut servir de tremplin pour les demandeurs d'asile. Je vous explique ça au vidéojournal. En un an, les demandeurs d'asile qui arrivent au Canada grâce à un permis d'études, ça a triplé à l'échelle du pays. Ici, à l'UQAC, il y a 300 étudiants internationaux qui ont reçu un permis d'études et qui ont fait une demande d'asile selon des chiffres révélés par une enquête de Radio-Canada. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que quelqu'un reçoit un permis d'études, paie son inscription à l'UQAC, mais ne se présentera probablement jamais à ses cours parce que c'est une façon, en fait, d'accéder plus facilement aux demandes d'asile parce que la personne a déjà un pied au pays. C'est pas tous les étudiants qui font ça, mais il y a des données qui ont été révélées qui démontrent que le phénomène a pris pas mal d'ampleur au cours des dernières années. Par exemple, à l'UQAC, ici, les demandes sont passées de 10 en 2018 à 325 l'an dernier. La hausse est donc de 342 %. Sur le site de Radio-Canada, sur l'application Info, vous allez avoir la réaction de l'UQAC qui mentionne, entre autres, que c'est très difficile de connaître les véritables intentions des étudiants qui présentent des demandes pour venir étudier ici. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est vraiment l'actualité présentement au Canada en général, puis au Québec. On constate que le nombre de demandeurs d'asile a explosé. On parle de à peu près 3225 étudiants qui demandent l'asile. Ici, je parle pas des demandeurs d'asile en général, mais ici, ce qui est préoccupant, c'est vraiment des personnes qui sont venues au Canada avec un permis d'études, qui ont démontré que ils avaient la capacité de venir étudier au Canada, de financer leurs études, mais qui, pour la plupart, demandent l'asile. C'était dès l'aéroport, c'est-à-dire qu'ils n'entrent même pas dans le territoire, ils ne partent même pas prendre un cours, le premier cours, non. Tout de suite à l'aéroport, ils demandent l'asile, ils ne se présentent même pas à l'université. Ou alors, voilà, donc on parle beaucoup plus de cela. Donc, alors on a remarqué que de 2019, on est passé pratiquement à 3225 personnes qui ont demandé l'asile avec un permis d'études, à pratiquement 12 000 demandeurs d'asile en 2023, et en 2024, on dépasse déjà les 14 000 demandeurs d'asile. Vous comprenez que c'est préoccupant. Ok, on n'a jamais vu un autant si grand nombre de
d'étudiants qui abandonnent et qui finissent par demander l'asile. Alors, c'est quoi les raisons? Qu'est-ce qui explique cette situation? Donc, à l'entame de la vidéo, j'ai commencé à donner quelques explications. Puis, j'aimerais te lire toi également en commentaire, savoir ce que tu penses de cela. Mais il y a quelques passages pour aller regarder sur Internet du ministre de l'immigration, Monsieur Mark Miller, qui trouve que vraiment c'est une situation préoccupante et malheureusement, lui, il condamne des consultants en immigration parce que d'après le ministre, il pense qu'il y a forcément des consultants en immigration qui conseillent les étudiants de prendre cette voie de demander l'asile. C'est pas faux, ok? Je sais qu'il y a certains consultants véreux qui orientent justement les étudiants vers ce canal-là, mais ceux que je condamne surtout, c'est surtout les étudiants et les parents. Parce que ici, lorsqu'on vous donne, on vous dit la vérité, lorsqu'on vous donne l'information juste et correcte, lorsqu'on vous provient, très souvent les gens ne l'entendent pas de cette oreille-là. Les gens sont juste préoccupés à l'idée de vouloir partir, mais partir à tout prix. Ok, il faut faire attention parce que, comme je l'ai dit, c'est quoi le but? Pourquoi est-ce que vous voulez immigrer? Un projet d'immigration, c'est comme tout projet là, ça se prépare, ça se pense, ça se mûrit. C'est pas un truc qu'on prend à la hâte. C'est pas de dire, ok, de toutes les façons, moi il faut que j'arrive au Canada. Non, tu peux arriver au Canada et le Canada devient ton calvaire. Donc il faut faire très attention. Et c'est la raison qui pousse dans la plupart, pour ma part, de ces étudiants à demander l'asile. Bien sûr, il faut déjà qu'on me remette en contexte, c'est quoi la demande d'asile. Pourquoi quelqu'un peut être amené à demander l'asile? Parce que j'ai souvent le sentiment que beaucoup de ces étudiants ne savent même pas c'est quoi la demande d'asile. Les gens considèrent la demande d'asile peut-être comme étant un amusement, comme étant un jeu, comme étant je sais pas trop quoi. Mais il faut comprendre que le Canada, lorsque vous demandez l'asile, elle a l'obligation de vous ouvrir un dossier. Je vais dire ça comme ça, parce que je ne vais pas dire de vous accepter ou bien de vous accueillir, parce que on va ouvrir votre dossier, on va vous donner la protection dont vous méritez, dont vous faites la demande, ok? Parce que le Canada a comme ça ratifié des conventions internationales avec les Nations Unies, par exemple, qui protège des réfugiés et des demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile, c'est vraiment quelqu'un qui peut être persécuté dans son pays si jamais il retournait dans son pays, ou bien vraiment que sa vie est en danger au regard de ses orientations, je sais pas, des nationalités, des sexes, religieuses, de vie politique, bref, de plein d'éléments qui peuvent justifier que sa vie est vraiment menacée et en danger si jamais il retournait. Donc, lorsque vous avez fait la demande, bien sûr, on va vous ouvrir un dossier et on va vous donner tous les privilèges qui vont avec. Parce qu'il faut comprendre qu'au Canada, lorsque vous faites une demande d'asile, tout de suite, justement, on vous donne la protection, on vous donne un permis de travail, vous avez droit à la santé, à l'éducation, vous avez droit à plein de choses. Mais vous avez droit à ça en attendant justement de passer devant un tribunal pour qu'on vous écoute. Ok, il va falloir que vous démontrez qu'effectivement votre vie est menacée dans votre pays. Il va falloir que vous apportez des preuves, des éléments vraiment solides, des preuves solides sans lesquelles malheureusement vous pouvez obtenir un refus. Ok, lorsque vous obtenez un refus suite à une demande d'asile, vous pouvez faire appel, vous pouvez interjeter appel devant la Cour supérieure. Ok, mais chemin faisant, si l'appel n'aboutit pas, vous allez simplement être déporté. Ok, donc il y a de fortes chances qu'on vous demande de retourner, de retourner dans votre pays parce que les preuves et les motifs que vous avancez ne sont pas convaincants. Ok, et à ce niveau-là, il faut comprendre que vous venez comme ça de bafouer tous vos projets d'immigrer au Canada. Donc, pendant un laps de temps, vous auriez peut-être prolongé votre séjour au Canada, vous aurez prolongé votre statut au Canada pour quelque temps, mais votre rêve de base, votre rêve qui était de vraiment améliorer les conditions de vie de votre famille, de vos parents, de vous, de vos enfants, vous la mettez comme sur un jeu de poker, ok? C'est-à-dire que c'est un hasard, parce que faut comprendre que le pourcentage des personnes qui réussissent à avoir une réponse favorable suite à une demande d'asile est très faible. En général, c'est des refus. Ça tourne toujours par des refus. Et le Premier ministre, dans l'un de ses extraits, l'a bien dit, des personnes qui sont venues au Canada, qui ont démontré que elles venaient pour étudier au Canada,
qui ont obtenu un permis d'études sur la base des documents qu'elles ont présentés, comme quoi elles avaient une situation financière plutôt stable, bien dans leur pays. La raison pour laquelle elles ont donné un permis d'études, parce que elles ont réussi à démontrer qu'elles n'avaient rien à envier au Canada et qu'elles étaient prêtes à retourner chez eux. Donc, si ces personnes-là, chemin faisant, changent, ok, d'orientation et font une demande d'asile, alors que les conditions de sécurité dans leur pays n'ont pas changé depuis qu'elles sont présentes sur le territoire canadien, ça ne sent pas bon. Donc ça, c'est vraiment citer le ministre. Vous pouvez trouver cet extrait sur Internet. Ça ne sent pas bon. Ça veut dire que forcément, il y a les nouvelles ne seront pas bonnes dans les prochains mois. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, c'est triste de le dire, malheureusement vont obtenir des refus ou des déportations. Ça, c'est sûr que ça sera massif. Vu le nombre de demandeurs d'asile étudiants, c'est sûr que ça ne sent pas bon. Donc, pour ceux qui ont déjà pris l'initiative, les carottes sont cuites, comme on le dit. Il n'y a plus possibilité de faire chemin retour. Vous avez déjà déposé les dossiers, vous avez fait votre demande. Mais pour ceux qui sont encore à l'étranger ou pour ceux qui pensent encore peut-être à le faire, qui réfléchissent encore, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, ok? Moi, je discute avec beaucoup de personnes, puis j'ai vu des personnes qui, malheureusement, sont arrivées ici en tant qu'étudiants, mais qui avaient d'excellents profils. Quand je dis d'excellents profils, c'est vraiment d'excellents profils pour venir au Canada en tant que résident permanent. Il se fait pas tard. Vous pouvez toujours retourner. Je sais quand je le dis, ça retourner dans votre pays pour revenir. Parfois, comme on dit, vaut mieux reculer pour mieux sauter, pour mieux bondir. Revenir de la meilleure des manières avec un bon statut, plutôt que de jouer au hasard avec votre avenir. Ok, ça vaut la peine parfois de dire, ok, on va reculer, on s'était trompé, on n'avait pas pris la bonne approche, la bonne démarche, puis on va revenir de la meilleure des manières. Moi, c'est le conseil que je donne généralement à toutes ces personnes-là qui m'approchent pour me dire, voilà mon statut, je n'ai pas les moyens de payer mes études, c'est compliqué, qu'est-ce que tu me conseilles? Très souvent, si la personne a la possibilité encore de rentrer dans un bassin en express, si la personne a de l'expérience dans son pays d'origine, on peut l'exploiter rapidement, entrer dans un bassin d'immigration, aller chercher sa résidence permanente le temps qu'elle est ici. Parce que c'est pas incompatible les deux procédures. Donc, et si bien sûr tu es dans cette situation et que tu veux te faire aider, tu veux te faire accompagner, tu le sais déjà, tu peux aller sur notre site www.exponentielimmigration.com, www.exponentielimmigration.com. Tu as là tous nos contacts, donc ça nous ferait plaisir d'échanger avec toi, de discuter avec toi et puis de t'accompagner. Et je m'adresse également à ceux qui sont bien sûr encore dans leur pays d'origine, qui pensent à immigrer au Canada, qui pensaient peut-être à venir étudier au Canada, se disant que elles ont les moyens, elles vont pouvoir travailler sur place, payer les études. Ceci permet d'allumer quelque chose dans votre cerveau, de vous dire c'est peut-être pas la bonne idée, ok? C'est peut-être mieux de terminez vos études sur place, cherchez l'expérience de travail sur place pour venir au Canada en tant que résident permanent. Si vous n'avez pas les moyens, ou bien regardez d'autres pays, ok, si vous voulez forcément aller étudier à l'étranger et que les coûts d'études au Canada sont très élevés pour vous, essayez peut-être de regarder en Europe, c'est peut-être possible. Ou alors, si vous avez le profil, on peut toujours vous accompagner dans votre projet de résidence permanente en tant que travailleur qualifié et vous venez directement en tant que résident permanent. Donc, c'est important pour toi qui m'écoutes de partager cette vidéo afin que des personnes ne commettent plus ce type d'erreur, que les étudiants, avant de venir au Canada étudier, se posent des bonnes questions, que les étudiants, lorsque des consultants ou bien des personnes qui se font passer pour des consultants le donnent le message selon lequel elles peuvent venir au Canada étudier, ou ils peuvent venir au Canada étudier et payer, financer des études étant au Canada en travaillant, qu'elles fassent très attention. Ok, c'est extrêmement difficile, extrêmement, ok. Même pour moi qui suis résident permanent au Canada, qui a la possibilité de faire 2-3 boulots, je ne peux pas payer 30 000 $ de scolarité par an. Ça, c'est impossible. Ok? Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc à quel point un étudiant qui va venir aller aux études, il faut qu'il valide ses matières. En plus de cela, il faut qu'il travaille. Il a le droit, les étudiants ont le droit à travailler
juste 24 heures. Donc, la loi a changé, je pense, ça fait 2 semaines. Désormais, 24 heures, les étudiants peuvent travailler. Avant, c'était 20 heures. C'est passé à 24 heures. Mais en 24 heures, si vous avez la chance d'obtenir un emploi, parce que ça aussi, c'est une question. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés ici pensant que ils devaient pouvoir travailler et payer leurs études. Beaucoup n'arrivent même pas à trouver déjà des jobs pour travailler et manger. C'est-à-dire que on ne parle pas de leurs études. On parle vraiment de faire des jobs pour manger et payer leur loyer, leur chambre. Ils ne parviennent pas déjà à avoir des jobs. Donc, ça devient difficile. Et lorsqu'on réduit le nombre d'heures étudiées au Canada. Donc, et qu'est-ce qui se passe donc par la suite? Quelles sont les conséquences? Parce qu'il faudrait qu'on en tire des conséquences. Il faut déjà savoir que obtenir un visa étudiant au Canada n'a jamais été chose facile. Sur cette chaîne, je vous ai déjà partagé le retour d'expérience de mon petit frère Fabrice, qui finalement arrivé au Canada avec un permis de travail qu'on a réussi à trouver comme ça, mais qui a essuyé 3 refus de permis d'études autour des années 2018-2019. On a essayé au moins 3 fois, c'était tout le temps des refus, malgré la garantie financière que moi je mettais, malgré mes revenus au Canada qui sont quand même conséquents, que je mettais en jeu pour dire voilà, moi je peux m'occuper de lui, mais on obtenait toujours des refus pour des raisons financières. Généralement c'était raison de la visite, capacité financière. Donc il y a eu, si vous vous rappelez, autour de 2018-2019, vraiment de gros soulèvements sur la toile, où beaucoup d'universités, notamment au Québec, se plaignaient du fait que les étudiants africains étaient comme discriminés dans le processus d'obtention de permis permis d'études. Donc on a remarqué que le nombre d'étudiants africains qui avaient des refus de visa ou de permis d'études était vraiment très élevé. Donc, il y a eu beaucoup de discussions autour d'échanges autour de la question. Puis on s'est rendu compte que, effectivement, il y avait un algorithme qui traitait les demandes de permis d'études. Donc, c'était vraiment de l'intelligence artificielle qui essayait de faire un premier tri et, je sais pas, peut-être un bot ou un code dans cette intelligence artificielle-là discriminait beaucoup plus les Africains. Donc ça a été aménagé et je me rappelle que le ministre de l'immigration, bref, plein de ministres ont entendu les doléances des universités et les plaintes de tous ces Africains-là qui essayaient de venir étudier, qui essayaient de dire voilà, ils ne comprennent pas pourquoi ils veulent venir étudier, ils ont la capacité financière, mais on les refuse de visa pour des motifs farfelus. Alors voilà la raison pour laquelle, à partir de 2019, après avoir donc entendu tous ces cris-là, on a assoupli. Moi, je pense qu'on a assoupli vraiment les mesures d'obtention de visa étudiants. Et voilà pourquoi on a vu un grand nombre d'Africains arriver et débarquer au Canada avec des visas étudiants. On avait l'impression que ça devenait facile de venir au Canada avec un visa étudiant parce qu'effectivement, on avait levé les verrous, ok, et on a donné la possibilité comme ça à beaucoup d'étudiants de venir. Maintenant, c'est quoi les conséquences? D'après vous, ok, au regard de ces assouplissements-là et du grand nombre de demandeurs d'asile qui sont des étudiants qu'on voit présentement, qui sont des personnes qui ont démontré qu'elles venaient étudier, qu'elles avaient la capacité de venir étudier, elles avaient tout ce qu'il faut pour venir étudier, mais qui viennent, pour la plupart, demandent l'asile. Parce que comme vous l'avez vu dans l'extrait, on pointe du doigt les Africains. On dit bien que la plupart sont originaires de l'Afrique. Donc, vous voyez, c'est l'Afrique qui est une fois de plus sali, mis en avant ici, dans ces médias-là. Et certainement la conséquence, ce sera de revisser, ok, le tour de clic là, de vis là qu'on avait légèrement dévissé là. On va resserrer la vis. On va malheureusement resserrer la vis. On le voit déjà. Vous avez vu toutes ces mesures qui sont mises en place. Désormais, il y a des quotas d'étudiants par province. Désormais, certaines universités vous obligent même de payer pratiquement 1 année de scolarité, 2 années de scolarité, c'est ce qui va arriver. Si tu peux pas payer tes 1 année de scolarité cash, 2 années de scolarité cash, tu n'auras pas de permis d'études. Ça peut arriver comme décision. Alors là, on est en train de non seulement
de compliquer la situation pour ces personnes-là qui veulent vraiment étudier, parce que derrière tout ça, il y a des personnes qui ont vraiment la volonté de venir étudier, qui ont vraiment les moyens de venir étudier, mais vu qu'on devient comme dans un foutou, on ne sait plus le bon du mauvais, alors tout le monde est mélangé. Il faut faire attention lorsqu'on pose un certain acte, parce que ça a une répercussion sur la masse, sur la masse, et après c'est toujours nous qui allons nous plaindre du fait que nous sommes discriminés, nous sommes mis à l'écart, mais parfois c'est nos comportements. Je suis d'accord que il y a peut-être des personnes qui justement vivent des situations difficiles dans leur pays, qui essaient de fuir la guerre, de fuir des situations, et qui peut-être ont trouvé que en passant par un visa étudiant, ça peut être une voie rapide, accélérée d'accès au Canada, et qui arrivent ici demandent l'asile. Mais lorsqu'on regarde les statistiques et le nombre entre 2019 et 2024, on comprend qu'il y a une exagération, il y a un abus, il y a des gens qui interprètent très mal la raison de demande d'asile. C'est quoi une demande d'asile? Et qui ne savent pas exactement c'est quoi le truc. Donc, la demande d'asile, ce n'est pas comment dire, c'est pas une procédure qui vous permet de prolonger votre statut au Canada. C'est pas du jeu, c'est pas de l'amusement. Il faut faire très attention et comme j'ai dit, j'espère que le message va passer et que vous allez justement faire circuler l'information. Et comme j'ai dit, désormais, si vous voulez vous accompagner par des vraies personnes qui prennent à cœur non seulement votre projet d'immigration, mais surtout votre réussite, au Canada. Et non seulement présent mais futur pour vous et pour l'épanouissement de vos familles en général. Faites confiance, faites affaire avec Exponentielle Immigration, et ça nous fera plaisir de vous accompagner. Donc si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like, partage, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. La vidéo peut être très longue, mais je pense qu'il en valait la peine. Allez, salut!